La séance d'aujourd'hui est une sorte de synthèse de tout ce que nous avons abordé dans notre cours d'apprentissage flexible. Et le thème, c'est comment répondre aux questions de notre public avant qu'il ne les pose. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laura Garcia, je suis directrice formation et support pour First Draft, sur Twitter @LauraGRB. Et First Draft, nous sommes une organisation à but non lucratif. Nous faisons des recherches sur la désinformation, la manière dont les fausses informations se propagent et comment nous pouvons lutter contre ces fausses informations, que nous soyons des journalistes, des communicateurs de santé, des professeurs d'université. Nous voulons nous prémunir contre les informations fausses et potentiellement dangereuses. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 points à l'ordre du jour. Le premier est, nous allons explorer le concept du manque de données. De quoi s'agit-il et en quoi cela nous est-il utile dans notre travail? Nous allons ensuite parler de la façon de démonter les fausses informations de manière anticipée. Et finalement, nous allons présenter 7 idées très pratiques pour anticiper les fausses informations, pour toujours garder une longueur d'avance sur ceux qui voudraient diffuser de fausses informations. Donc, si nous penchons sur une étude de cas récente en rapport avec le manque de données, il y a différentes informations sur les vaccins. Ils ont différentes possibilités, différentes présences dans différents pays. Aux États-Unis, la société Johnson & Johnson a développé un vaccin à une seule dose et elle a été posée pour le moment à cause de certains cas rares de coagulation. Maintenant, notre rapport émotionnel avec les informations est important. Ce rapport est technique, il est complexe, il est fort en émotion également. Et même si la probabilité est très faible, nous pouvons nous dire que ça pourrait être moi. Et cela peut nous faire peur parce qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Et c'est normal dans le domaine scientifique. Maintenant, il y a des conversations par rapport à ce vaccin Johnson & Johnson qui peuvent être mises en rapport avec d'autres narrations, d'autres thèmes problématiques. Du côté gauche, c'est un article où quelqu'un qui transmet de nombreuses fausses informations et il a posté une vidéo sur un docteur en pharmacologie, Dr. Michael Yeadon, qui montre la raison pour laquelle certaines personnes qui se sont fait vacciner ont peut-être des caillots de sang. Maintenant, il faut identifier ces narrations et ces craintes qui sont en rapport avec ces narrations. Regardez ces mots utilisés. Ça fait peur ce qu'ils disent. Et cela souligne également le fait que ce ne sont que des femmes qui sont touchées, ce qui est vrai. Mais cela est en lien avec d'autres narrations. Dans cette vidéo, Dr. Michael Yeadon établit un parallèle entre le vaccin Johnson & Johnson et d'autres vaccins. Nous savons par exemple qu'il y a eu quelques cas rares de coagulation avec le vaccin AstraZeneca, mais le docteur dans la vidéo établit un rapport tout de suite. C'est une mauvaise logique. Si un vaccin cause une coagulation et cet autre vaccin cause également une coagulation, la conclusion, tous les vaccins vont entraîner une coagulation, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il n'y a pas d'information pour étayer cette déclaration. Du côté droit, il y a quelqu'un qui établit un lien entre le risque d'avoir un caillot de sang à cause du vaccin et le risque de coagulation à cause de contraceptifs. Donc, ils disent que tous ceux qui débattent sur ce sujet, nous savons qu'il y a une différence entre le risque de mortalité, mais la question est qu'il y a un risque et tout le monde s'en fiche. Et l'un de nos collègues à First Draft a étudié cette question. Les femmes et leur expérience dans le système de santé qui n'est pas toujours satisfaisante entraînent beaucoup de questions, beaucoup de doutes, une certaine prédisposition à se méfier du secteur de la santé. Celles d'entre nous qui ont des expériences avec le secteur de la santé, nous avons parfois eu des expériences négatives.
Mais si nous parlons de ces informations de manière excessive, de manière exagérée, cela peut devenir un problème. Un autre problème est que lorsque il y a un manque d'informations, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent, parce que la science n'a pas encore apporté les réponses, et donc les gens prennent tout ce qu'ils trouvent. Les gens se posent des questions et les opinions des gens sont importantes, c'est leur opinion aussi, mais si cela représente la totalité de nos informations, il peut y avoir des problèmes. Voici un exemple particulier. Aux États-Unis, le titre dit que les femmes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson s'inquiètent de cas de coagulation extrêmement rares. Et voici un cas de journalisme populaire où les journalistes demandent aux gens ce qu'ils pensent, quelle est leur opinion. Et le premier commentaire, je m'inquiète parce que ce problème de coagulation est inquiétant pour les femmes. Et un autre qui dit que je sais que tous ces conseils médicaux disent que le vaccin est sûr, mais c'est un petit peu inquiétant cette situation. Donc, il faut faire attention de ne pas laisser les narrations, les thèmes qui sont basés sur des opinions personnelles sur le public. Il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Il faut les encadrer correctement pour ne pas exagérer les perceptions. Un autre cas des mêmes études de l'IDEA Research à First Draft sur les problèmes des femmes et la désinformation. Du côté gauche, c'est un tweet qui dit qu'il y a tellement de questions sur la composition des vaccins. Je sais que ces vaccins font que mes règles sont pires, plus douloureuses, et des gens qui n'ont pas leurs règles depuis des années commencent à avoir leurs règles soudainement. Donc, c'est une inquiétude chez les gens. J'ai des amis qui se sont fait vacciner et qui ont eu quelques crampes pendant leurs règles et personne n'a pu expliquer pourquoi. Donc, cela touche l'expérience des gens. Si nous regardons la requête sur Google, vaccin et règles, il n'y a pratiquement aucune information qui explique un lien potentiel ou l'absence de lien, ce que nous savons, ce que nous ne savons pas sur Internet. Regardez les résultats de la recherche. Certaines questions courantes sont affichées par Google qui reflètent ce que les gens saisissent dans leur navigateur. Donc, c'est une question qui intéresse les gens, évidemment. Il y a, et même le mot règle ou periods en anglais est interprété comme période au lieu d'être interprété comme règle. Donc, il y a toutes sortes de résultats. L'un des quelques articles que nous avons réussi à trouver au début de cette épidémie, l'un des articles que nous avons trouvé est l'un de ces articles basé sur une expérience personnelle. Est-ce que le vaccin peut aggraver vos règles? Ces femmes disent oui. Qui sont ces femmes? Quelle est leur expérience? Il faut mettre les choses dans leur contexte. C'est comme si je dis, je sors et il pleut, et puis ensuite j'écris sur Internet, si vous sortez, il va pleuvoir. Évidemment, c'est une mauvaise information. Parlons maintenant du manque de données. Tout ce que nous venons de voir est une explication parfaite de ce que nous identifions comme le manque de données. C'est lorsque l'offre d'informations crédibles ne correspond pas à la demande. Les gens se posent des questions et ne trouvent pas de renseignements. Ou alors ils trouvent des vidéos sur YouTube, des pages sur Facebook, mais ils ne trouvent pas des informations auprès de sources crédibles et vérifiables. Et cela peut être la conséquence de différents facteurs. Voici la façon dont le manque de données se produit. Du côté gauche, quelque chose de nouveau ou une question spécialisée ou complexe se produit. Les gens ont un certain nombre de questions légitimes parce qu'ils s'inquiètent. Un manque de données apparaît parce qu'il y a beaucoup de questions, un grand volume de questions et pas assez de renseignements pour y répondre.
Et ensuite, certains acteurs malveillants exploitent ce manque de données en diffusant de fausses informations avec des vidéos YouTube pour répondre aux questions que les gens saisissent dans leur navigateur ou dans les applications de messagerie fermée. Numéro 5, ces messages sont ensuite blanchis à travers l'écosystème de l'information, à travers différentes techniques de manipulation, de diffusion. Et finalement, le plus inquiétant, numéro 6, les messages amplifient les thèmes, les narrations qui façonnent l'attitude des gens. Cela arrive à un moment où nous nous posons des questions et les réponses façonnent notre attitude et les actions que nous entreprenons. En tant que chercheurs, journalistes, communicateurs de santé, nous voyons ces manques de données et nous savons les identifier. Nous pouvons dire, ah, voici un thème qui est en train d'apparaître, c'est nouveau, que puis-je faire pour qu'il y ait suffisamment d'informations pour répondre aux questions des gens, par exemple lors des élections ou pour une nouvelle procédure qui apparaît dans votre secteur. Les gens vont se poser des questions et nous devons apporter des réponses au bon moment, savoir quand ces questions sont posées et être présent pour y répondre. Comment identifier ces manques de données? Quand quelque chose est nouveau, complexe techniquement, lorsqu'il correspond à un thème polémique existant, quelque chose qui touche certaines communautés de couleurs, par exemple, s'il y a un aspect politique, lorsque c'est un thème fort en émotion, par exemple lorsque les enfants et les familles sont touchés, ou lorsqu'il y a des questions tout à fait légitimes. Je viens du Mexique et j'ai des questions légitimes sur la gestion des vaccins dans mon pays, si ils sont entreposés à la bonne température, ce genre de choses. Et ensuite, nous condensons tout ce que nous avons préparé et nous pouvons identifier ce qui va apparaître au lieu de réagir après coup. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons faire ce que nous appelons démonter les informations de manière anticipée. Et c'est mieux parce que il est très difficile de ralentir la désinformation. C'est quelque chose d'émotionnel, quelque chose dont les gens se souviennent. Une fois qu'on a entendu une fausse information, il est difficile de s'en débarrasser. Donc, au lieu de lutter contre cette information une fois qu'elle a été transmise, essayons plutôt d'être proactifs, démonter les fausses informations de manière anticipée. Ça veut dire planifier à l'avance. Quel est le manque de données qui va apparaître? Quelles questions les gens vont-ils se poser? Quelles questions ont-ils tout de suite auxquelles je peux apporter une réponse? Essayez agir à l'avance sur ces espaces que les gens vont utiliser pour transmettre des informations. Voici maintenant quelques idées très pratiques pour anticiper les fausses informations sur le changement climatique, par exemple, ou sur n'importe quel thème. Tout d'abord, il faut avertir les gens qu'il va y avoir de fausses informations et cela les protège. Du côté droit, c'est l'un des derniers articles de journalistes que nous avons trouvé dans notre recherche pour avertir les gens quel genre de canular, quel genre de fausses informations sont-ils susceptibles de voir. Cela les aide à se préparer et cela bâtit la confiance au sein de votre public. Voyons quelques exemples. Du côté gauche, c'est Jane Livenenko, une reporter excellente, et elle présente des canulars qui sont en rapport avec des thèmes importants, par exemple des fusillades aux États-Unis ou avec les élections. Et donc, à l'avance, elle prévient le public qu'elle va recueillir des exemples. Elle dit aux gens comment communiquer avec elle. Elle leur dit, voici des choses que nous avons vues par le passé qui risquent de réapparaître. Et elle a cette liste et elle est facile pour que les gens trouvent sa liste. Du côté droit, c'est un exemple sur les élections. 6 genres de fausses informations dont il faut se méfier le jour des élections et que faire si vous les détectez. Cette vidéo, par exemple, par rapport aux élections, des gens qui placent leur bulletin de vote dans la boîte et on a vu cette même image recyclée élection après élection aux États-Unis et également en Russie et cela permet aux gens de se préparer à ce qu'ils risquent de voir. Deuxièmement, cherchez les questions que les gens vont poser.
Il y a certaines astuces que nous avons abordées déjà dans d'autres séances. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre site web. Si vous utilisez des requêtes booléennes, vous pouvez chercher des choses qui apparaissent comme des questions sur les réseaux sociaux en ajoutant un point d'interrogation. Donc, si vous le mettez entre guillemets, elle va chercher une expression particulière. La recherche booléenne cherche vaccin et délai et Canada et point d'interrogation. Et donc, les résultats vont contenir ces mots. Et du côté droit, c'est un tweet que nous avons trouvé en utilisant cette requête booléenne. N'oublie pas que les opérateurs doivent être en majuscules. Et si c'est dans d'autres langues, dans d'autres communautés de différentes langues, vous pouvez utiliser des mots de recherche dans différentes langues, mais les opérateurs and, or doivent être en anglais et en majuscules. Donc, cherchez ces questions que les gens vont se poser. Vous pouvez également utiliser Google Trends, un outil qui vous permet de voir combien de questions les gens ont sur un sujet particulier. Et cela vous permet de trouver les mots qu'ils utilisent et cela va orienter le contenu que vous allez produire pour répondre à ces questions. Et le contenu, ça peut être des vidéos, ça peut être des événements communautaires, ça peut être n'importe quoi. Troisièmement, faites une recherche sur Google, sur YouTube, sur un sujet particulier et notez les résultats. Comblez les lacunes lorsqu'il n'y a pas assez d'informations de qualité. Par exemple, ici, nous avons mis dans YouTube les mots vaccin et injury ou blessure. Et il y a eu beaucoup de résultats. Et voici les premiers résultats qui sont apparus. Et donc, toutes ces personnes qui parlent de leur expérience, ce sont des anecdotes et ils ne mettent pas ces anecdotes dans leur perspective. Donc, si vous vous inquiétez concernant les vaccins et la seule chose que vous voyez lorsque vous saisissez blessure vaccin sur YouTube, ce n'est pas la réalité. Donc, cela déforme votre vision de ce qui se passe. Ces moteurs de recherche également, Google, Instagram, YouTube, ils adaptent leur contenu à nos centres d'intérêt. Et donc, ils utilisent nos recherches passées, ce que nous avons partagé. Donc, si vous faites une recherche sur Google comme cela, vous pouvez ensuite ajouter des informations crédibles. Quatrièmement, réfléchissez sur les requêtes que les gens vont utiliser, pas forcément celles que nous-mêmes nous utiliserions pour faire des recherches. Donc, par exemple, pour les règles, règles manquées, vaccins et règles, vaccins et femmes, vaccin Johnson & effets secondaires, blessures liées au vaccin. Peut-être que moi, je ferai une recherche sur les effets secondaires du vaccin, mais le mot blessure est utilisé par la communauté. Donc, il est utile de surveiller les termes, les expressions que les gens utilisent pour voir quelles questions ils sont en train de poser sur Internet. Et il peut y avoir certains mots vulgaires, certains mots populaires que les gens utilisent aussi. Lors d'une de nos séances antérieures, nous avons parlé de cela en détail et je vous recommande de la regarder pour savoir comment l'idéologie affecte les termes utilisés et comment surveiller les conversations en ligne pour ne pas passer à côté de ces conversations. Cinquièmement, identifier les endroits où les gens communiquent. Donc, il faut savoir où se trouvent ces conversations et cela dépend beaucoup de la communauté que vous touchez, que vous servez, au sein de laquelle vous travaillez. Voici un exemple de recherche sur site avec une requête booléenne, site, facebook.com/groups, c'est le sous-domaine des groupes de Facebook, et fait une recherche avec les mots New Jersey et información en espagnol, c'est le mot en espagnol pour information, et n'importe lequel de ces mots qui est en rapport avec COVID-19 ou coronavirus ou vaccin. Maintenant, regardez, quand je dis « nous », ce n'est pas moi, c'est ma collègue. Elle essaie de trouver des communautés qui parlent deux langues, par exemple anglais et espagnol. Donc, certaines requêtes utilisent des mots en anglais et en espagnol. Donc, on peut utiliser New Jersey et Nueva Jersey, vaccin et vacuna en espagnol. Donc, voici ce que nous avons trouvé avec cette requête. Du côté droit,
un groupe Nouveau Jersey, information COVID-19 et vaccins, vacunas. Ce n'est pas un groupe immense, mais si c'est la communauté avec laquelle vous travaillez, 190 membres peut être important. Sixièmement, créer une ligne de signalement pour que les gens puissent vous contacter et vous communiquent les fausses informations qu'ils trouvent. Un numéro sur WhatsApp, un email, sur Facebook ou sur Twitter, en invitant les gens à vous contacter. Faites de cela un processus bidirectionnel. Ainsi, nous voulons diffuser ces informations et les journalistes souvent disent aux gens ce qui se passe, mais nous voulons qu'il s'agisse d'une conversation à deux sens pour que les gens puissent eux aussi contribuer à vos études. Et cela vous permettra de voir ce que les gens voient sur leur téléphone, sur WhatsApp, sur Telegram, sur Signal. Et cela est très difficile de surveiller autrement. Septièmement, renforcez votre présence sur les réseaux sociaux. Pensez à ces espaces de conversation sur lesquels vous pouvez répondre aux questions des gens de manière sûre et efficace. Par exemple, une page email ou Reddit, où vous pouvez parler avec votre public sur Facebook ou Instagram. Twitter également, il y a des conversations audio maintenant, si c'est là que votre public communique. Choisissez les endroits où vous allez créer ces conversations. Choisissez-les parce que c'est là que votre public communique, pas parce que cet espace vous plaît, parce que vous aimez Instagram ou Twitter. Et nous avons des guides dans ce sens. Reddit a une boîte d'outils de partenariat pour les réseaux sociaux sur leur site web avec des outils que vous pouvez utiliser. Et finalement, il est important que nous reconnaissions la différence entre vérifier des informations et bâtir la confiance. Ce n'est pas forcément toujours la même chose. Vérifier des informations, ça veut dire qu'il faut vérifier la crédibilité d'une source. Si c'est sur un blog, par exemple, ou dans une revue scientifique, ce n'est pas pareil. Est-ce qu'il y a des experts qui parlent de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont étudié, et finalement démonter les fausses informations? Et cela est très efficace pour les gens qui sont d'accord avec le travail que vous et vos collègues effectuez. Cependant, cette approche n'est peut-être pas forcément efficace au sein des communautés, des personnes qui hésitent peut-être et qui n'ont pas encore accepté les vaccins, quelle que soit la communauté auprès de laquelle vous travaillez. Et là, il faut bâtir la confiance. Ce ne sont pas des faits, pas des informations, mais il faut répondre aux inquiétudes des gens sans les tourner en ridicule. Il faut affirmer, développer l'esprit critique de votre public, leur parler des processus, leur montrer, pas seulement leur dire c'est une information fausse, mais leur expliquer, les aider à comprendre pourquoi, étape par étape, et identifier des sources fiables pour cette communauté, pas forcément des gouvernements, des scientifiques, des institutions, mais quelles sont les personnes dans cette communauté qui peuvent jouer ce rôle. Donc, si vous êtes dans une communauté de couleur et que les gens qui parlent des vaccins sont simplement des blancs, cela ne va pas marcher. Il faut regarder qu'est-ce que font ces gens-là. Est-ce que ce sont des sportifs? Est-ce qu'il y a des influenceurs, des vedettes qu'ils écoutent? Des leaders de communauté, peut-être le bibliothécaire qui organise tout, peut-être ce voisin dans un quartier qui sait toujours ce qui se passe, ou peut-être quelqu'un de plus en vue comme un sportif, un chanteur. Ça peut être également un scientifique, un politicien. Pensez à leur savoir-faire et au niveau de confiance qu'ils ont dans ces communautés et comment bâtir cette confiance. Ainsi, lorsque vous répondez aux questions, vous avez une conversation avec votre public au lieu de simplement leur dicter ou leur transmettre des informations.